Ce n'est plus Volkswagen qui a vendu le plus de voitures au premier trimestre cette année en Chine, mais une marque chinoise qui s'appelle BYD pour Build Your Dream. Il y a des défaites militaires, des batailles qu'on perd en une journée, sur un champ précis, avec des morts, des drapeaux qui tombent. Tout le monde voit, tout le monde sait. Et puis, il y a les autres défaites, celles qui se font dans le silence des conseils d'administration, dans les clauses de contrat rédigées en mandarin, dans les circuits imprimés que l'on ne voit jamais parce qu'ils sont soudés à l'intérieur de boîtes noires. Ces défaites-là, personne ne les annonce. Elles n'ont pas de date, elles n'ont pas de héros vainqueurs qui brandissent un trophée. Elles avancent comme une marée, lentement, imperceptiblement, jusqu'à ce que tu regardes en bas et que tu aies de l'eau jusqu'aux genoux. L'industrie automobile mondiale est en train de vivre cette défaite. Et le plus dangereux dans tout ça, c'est que les perdants eux-mêmes la nourrissent. Volkswagen, Audi, Mercedes, Nissan, Honda, Hyundai, ils ne se battent plus, ils collaborent, ils adoptent. Ils deviennent, morceau par morceau, les vecteurs de leur propre remplacement. Ce phénomène a un nom encore peu connu hors des cercles d'analystes et de quelques journalistes spécialisés. Ce nom, c'est la BYDisation, comme BYD. Dans cette vidéo, on va décortiquer exactement comment ce mécanisme fonctionne et pourquoi il est bien plus profond qu'une simple guerre commerciale sur les prix. On verra aussi que tout n'est pas noir, qu'il existe quelques poches de résistance. Et surtout, on verra ce que la BYDisation implique concrètement pour les pays du Sud global et comment il se manifeste en Afrique en particulier. Et après cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais ta voiture de la même façon, car le Dutch Qualitat se transforme en Made in China. Laisse-moi d'abord détruire le récit que tu as probablement en tête. Le récit dominant sur la Chine et l'automobile. Un récit confortable, rassurant, que les médias répètent en boucle depuis 5 ans. Il ressemble à ça. BYD vend des voitures pas chères grâce à des subventions massives de l'État. Leurs batteries prennent feu. La qualité est douteuse. C'est un dumping déguisé en innovation. Et comme toutes les bulles industrielles bâties sur de l'argent public, ça finira par s'effondrer. Ce récit est faux. Pas nuancé, pas discutable, pas relativisé. Juste faux. Et le prouver ne prend pas longtemps. Il suffit de poser une question simple. Si la Chine ne fait que tricher sur les prix, pourquoi Volkswagen envoie-t-il 7000 ingénieurs à prendre sur place? On n'envoie pas 7000 ingénieurs étudier de la médiocrité subventionnée. On les envoie parce qu'il se passe là-bas quelque chose que les industriels ont bien compris, mais que nous ne comprenons pas encore vu de loin. Ce qui se passe, c'est un changement de paradigme. Et les changements de paradigme sont toujours mal lus par ceux qu'ils dérangent. Revenons dans l'histoire. Toyota dans les années 80. Le Lean Manufacturing, zéro stock, zéro gaspillage, qualité intégrée dans le process plutôt que contrôlée en bout de chaîne. Quand Toyota a commencé à appliquer ces principes à grande échelle, Détroit, la capitale de l'automobile aux USA, a haussé les épaules. Les Américains avaient inventé l'automobile industrielle. Ils avaient Ford, ils avaient General Motors. De simples Japonais allaient-ils leur apprendre leur métier? L'arrogance était totale. 20 ans plus tard, chaque constructeur de la planète avait adopté le modèle Toyota. Pas parce qu'ils le voulaient, mais parce que ceux qui ne l'avaient pas adopté avaient disparu ou étaient en train de disparaître. La BYDisation, c'est exactement cette logique, mais amplifiée, accélérée et infiniment plus large dans ce qu'elle touche. Toyota avait changé la façon de fabriquer les voitures. La Chine change la nature même de ce qu'est une voiture. Ce n'est plus qu'un véhicule, c'est une plateforme technologique. Un système intégré de hardware, de software, de connectivité, d'intelligence artificielle embarquée, de services cloud qui évoluent après l'achat, de mise à jour qui transforment le produit en continu. La voiture chinoise d'aujourd'hui est plus proche d'un smartphone géant sur roue que de ce que l'industrie automobile a produit pendant les 100 dernières années. Vous l'aurez compris, BYDisation vient de BYD. Cette entreprise qui aura été réellement la première à mettre en avant l'industrie automobile chinoise et l'a présentée au reste du monde. BYD a compris ça. Xpeng, un autre constructeur chinois, l'a compris aussi. Huawei, qui n'est lui pas constructeur automobile, mais qui est devenu l'un des acteurs les plus influents du secteur, l'a compris. Horizon Robotics, Momenta, CATL, tous des géants chinois, l'ont compris. Et ils ont bâti autour de cette compréhension un écosystème complet, vertical, intégré, où chaque brique technologique parle aux autres parce qu'elles ont été conçues ensemble pour fonctionner ensemble. C'est ça l'avance réelle.
pas le prix des voitures chinoises, même si de vous à moi, ils sont quasiment imbattables. Pas non plus la subvention. L'avance d'avoir pensé la voiture comme un système à une époque où les autres la pensaient encore comme une mécanique. Et cette avance-là, elle ne se rattrape pas facilement. Elle ne se rattrape pas en signant des chèques ou en baissant ses marges. Elle ne se rattrape qu'en reconstruisant entièrement sa façon de concevoir, de produire et de vendre. Et ça prend une génération à mettre sur pied. Voilà pourquoi les débats sur les prix des automobiles chinoises n'est pas le réel débat. Comparer les prix, c'est regarder l'ombre du problème. Ce qu'il faut comparer, ce sont les paradigmes. Et sur ce terrain-là, l'écart est bien plus vertigineux que n'importe quel différentiel tarifaire. Maintenant que le mythe est balayé, voyons comment concrètement se matérialise la BYDisation de l'automobile européenne. Il y a un moment précis où le malaise est devenu visible. Un instant où l'abstraction a pris un visage. Février 2024, Salon international de l'automobile de Genève. L'un des rendez-vous les plus prestigieux de l'industrie automobile mondiale. Là où Porsche présente ses concepts, où Ferrari fait rugir ses moteurs, où l'Europe exhibe depuis des décennies son savoir-faire centenaire. Sauf que cette année-là, les esprits sont marqués par quelque chose d'inédit. Les grands absents sont européens. PSA, Renault, Volkswagen. Ils ont réduit leur présence ou décliné l'invitation. Trop cher, trop incertain. La logique économique ne tient plus. Et dans l'espace libéré, les marques chinoises ont pris la lumière. BYD, Xpeng, Leapmotor. Des véhicules d'une finition irréprochable, des interfaces dignes de smartphones haut de gamme, des technologies embarquées que les constructeurs européens n'ont pas encore en production série. Le tout à des prix que l'industrie occidentale ne peut tout simplement pas égaler. Le monde entier a alors réalisé que quelque chose venait de basculer. Pas dans les chiffres de vente, pas dans les parts de marché, dans la perception. Dans l'évidence que le centre de gravité de l'innovation automobile s'était déplacé. Et que personne n'avait vu le déplacement se produire. Ce salon n'a pas créé la BYDisation, mais elle a rendu impossible à nier. C'est à partir de ce moment-là que les stratégies que nous allons examiner maintenant ont commencé à s'accélérer. Le 24 avril 2026, Nikkei Asia publie un article en ouverture du salon de Pékin. Le titre est sobre, presque neutre. De Volkswagen à Nissan, les constructeurs misent sur la fabrication chinoise pour exporter. Dans le monde du journalisme économique, ça ressemble à une dépêche ordinaire. Mais si tu sais lire entre les lignes, si tu comprends ce que ces mots impliquent réellement, c'est une bombe à retardement posée en pleine page d'accueil. Ce que dit cet article, traduit sans les gants diplomatiques, c'est ceci. Les plus grands constructeurs automobiles mondiaux ont arrêté de se battre contre la Chine. Ils ont décidé de la rejoindre. Et en la rejoignant, ils sont en train de devenir, pièce par pièce, composant par composant, ligne de code par ligne de code, quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé devenir il y a 20 ans. Commence par Volkswagen, un nom qui porte en lui l'idée même de l'ingénierie allemande, de la précision, du sérieux rénan. Et ce nom-là aujourd'hui ne sait plus fabriquer ses propres puces automobiles. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une interprétation. C'est un fait industriel que Volkswagen a résolu à sa façon. En achetant 5% du capital de Xpeng, un constructeur chinois, et en fondant une co-entreprise avec Horizon Robotics pour développer les puces qui vont gérer les systèmes d'aide à la conduite des véhicules Volkswagen. Nissan a fait la même chose avec Dongfeng pour l'architecture électrique et avec Momenta pour la conduite autonome. Ils appellent ça des partenariats stratégiques, entre gros guillemets. Mais dans la réalité, c'est une externalisation du cerveau. Les décisions critiques, comment la voiture voit la route, comment elle anticipe les obstacles, comment elle gère son énergie, ne sont plus pensées à Stuttgart en Allemagne, ni à Yokohama au Japon, elles sont pensées à Pékin et à Shenzhen. Ce sont des ingénieurs chinois qui décident désormais de ce que voir veut dire pour une Volkswagen, pour une Nissan. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que Volkswagen ne reconstruit même pas cette compétence en parallèle. Ils n'ont pas de grands plans secrets pour reprendre la maîtrise dans 5 ans. Reconstruire une filière de semi-conducteurs automobiles à partir de zéro prendrait une décennie. Des dizaines de milliards d'euros et supposerait un écosystème de sous-traitants qui n'existe tout simplement pas en Europe. La dépendance n'est pas une étape de transition. Elle entre dans leur structure. Maintenant, regarde ce qui se passe sur les marges. Ralf Brandstätter, le patron de Volkswagen Chine, a prononcé une phrase qui devrait résonner bien au-delà des cercles financiers.
il a révélé sans ciller que les marges de Volkswagen en Chine allaient tomber de plus de 10% à 4 ou 6% d'ici 2030. Ces chiffres peuvent sembler abstraits pour vous, alors concrétisons. Quand Volkswagen vendait une voiture 30 000 € en Chine et gardait plus de 10% de bénéfices, elle finançait avec cet argent ses usines en Allemagne, sa R&D, ses dividendes et ses ingénieurs à Wolfsburg, leur siège en Allemagne. La Chine était littéralement la pompe à cash qui faisait tourner le reste du groupe. À 4 ou 6%, cette pompe s'assèche. L'objectif de vente a déjà été revu à la baisse de 20%. 20 000 emplois ont déjà été supprimés à l'heure où je vous parle. 1,5 million d'unités de capacité de production ont été taillées. Ce n'est pas une restructuration. On a là un retrait stratégique habillé en plan de transformation. Et quelle est leur réponse à cette hémorragie? Utiliser les coûts de production ultra bas disponibles en Chine pour fabriquer là-bas des voitures qu'ils vendent au reste du monde. Le ciseau qui les saignait devient leur outil de survie. Sur le papier, c'est du judo industriel. Retourner la force de l'adversaire contre lui, ça c'est sur le papier. Dans les faits, c'est plus ambigu. Parce que pour utiliser ces coups bas, il faut s'intégrer encore plus profondément dans l'écosystème chinois. Plus de puces chinoises, plus de logiciels chinois, plus de partenariats qui créent de nouvelles dépendances. Le remède accélère la maladie. Ce mouvement d'exportation mérite qu'on s'y attarde parce qu'il est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Nissan exporte déjà son pick-up hybride Frontier Pro, développé à Dongfeng, vers l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est. Honda a introduit au Japon une voiture fabriquée en Chine. Volkswagen cible le Moyen-Orient et l'Amérique du Sud. En surface, c'est une stratégie de compétitivité classique. Fabriquer là où c'est moins cher et vendre là où le marché existe et où les prix peuvent être élevés et donc où l'on peut augmenter les marges. Mais je vous appelle à regarder ce qui voyage dans ces voitures. Les batteries LFP de CATL, les puces Horizon Robotics, les logiciels conçus à Pékin. Regardez l'assistant vocal Huawei qui équipe déjà la Nissan Teana à l'heure où je vous parle. Ce que les constructeurs européens exportent sous leur logo centenaire, c'est l'écosystème technologique chinois en entier. Et ce faisant, ils font ce que des années de négociations diplomatiques et de guerres tarifaires n'avaient jamais réussi à faire. Ils contournent eux-mêmes les barrières érigées pour protéger leur marché domestique. La tech chinoise entre en Europe, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient, pas sous le drapeau BYD, pas sous le drapeau XPeng ou Xiaomi, mais sous le drapeau Volkswagen, sous le drapeau Nissan. Le consommateur ne le voit pas. Et c'est le point crucial. Pour lui, il achète une voiture allemande ou japonaise. Il pense payer un héritage, une tradition, un savoir-faire géographiquement situé, le savoir-faire européen, le Deutsche Qualität. Mais il devrait un peu voir dans la notice, essayer de regarder dans les mentions légales, de jeter un œil dans les autocollants quelque part sous le capot. Il verrait Horizon Robotics, Momenta, Huawei, CATL. Toutes des boîtes chinoises. Ces noms-là qui définissent ce que le véhicule fait réellement, comment il pense, comment il perçoit le monde, mais il ne les voit pas. Et ce n'est pas un oubli de la part des constructeurs, c'est une décision, bien pensée, bien élaborée. Laissez-moi vous dire qu'il y a quelque chose d'encore plus vertigineux dans la mécanique de tout ça. Et c'est l'absence de complot. On pourrait imaginer une réunion secrète quelque part. Xi Jinping, les PDG de Dongfeng, CATL, Horizon Robotics, BYD, autour d'une table, à planifier la conquête du monde. Ce serait rassurant d'une certaine façon, car un complot, ça peut être démantelé. Ça laisse des traces, ça désigne des coupables. Mais ce n'est pas un complot justement. Ce qui opère ici, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile à combattre. Un alignement naturel des intérêts. Les constructeurs étrangers veulent rester sur le marché chinois. Ils n'ont pas les moyens de se permettre d'en être exclus. Et l'accès à ce marché passe par l'intégration dans l'écosystème local. Ses batteries, ses puces, ses plateformes logicielles, ses standards de connectivité. Personne ne force Volkswagen à prendre des parts dans XPeng. Mais refuser, c'est rester en dehors d'une technologie que tous ses concurrents utilisent déjà. La politique industrielle de Pékin et les décisions des conseils d'administration des constructeurs européens à Stuttgart et à Tokyo convergent naturellement vers le même résultat sans jamais se concerter. C'est le génie silencieux du système, de la BYDisation. Il n'a pas besoin de coercition. Il crée sa propre gravité. Et au bout de tout ça, ce qu'on retrouve au salon de Pékin, c'est quelque chose qui ressemble de moins en moins à une voiture.
Volkswagen prévoit d'intégrer des agents IA dans ses véhicules électriques chinois dès 2026. Des assistants vocaux glorifiés qui te disent la météo. Des systèmes capables de comprendre le contexte de ta vie, d'anticiper tes besoins, de prendre des décisions à ta place sur la base de ce qu'ils savent de toi. La voiture que tu conduiras dans 10 ans, si tu conduis encore d'ailleurs, ce sera une entité. Une entité qui te connaît, qui apprend, qui envoie des données quelque part. Et cette entité, son architecture, sa logique, sa valeur implicite, les priorités encodées dans ses algorithmes, aura été conçue dans le cadre de l'écosystème logiciel chinois. Elle pensera en mandarin même quand elle te parlera dans ta langue. Ce qui vient d'être décrit se passe en Chine. Mais la BYDisation ne s'arrête pas aux frontières chinoises. Elle vient maintenant s'installer physiquement en Europe et un peu partout ailleurs dans le monde. Une marque chinoise qui s'appelle BYD pour Build Your Dream, qui a vendu en gros 13 000 véhicules de plus que Volkswagen. Parmi les 10 premiers constructeurs que je vous ai mis dans ce classement, 4 désormais sont chinois, 3 seulement allemands. Audi, par exemple, est sorti du classement et on arrive à ce constat. La part des voitures allemandes qui représentaient jusqu'à présent une vente sur 3 a fondu. Elle représente moins d'une vente sur 10 désormais. Oui, il y en a plus de 120 constructeurs de véhicules électriques en Chine, des plus petits aux plus grands. BYD, dont on parlait à l'instant, en est un parfait exemple. À l'origine, c'était un simple fabricant de batteries, né en 1995, mais en 2003, il se lance dans la construction de véhicules uniquement électrique. Depuis, il connaît une ascension fulgurante et présente ses derniers modèles ici, comme on le voit, à Shanghai. Une explosion l'année dernière, un chiffre d'affaires qui a doublé à 22 milliards d'euros, un bénéfice multiplié par presque 4 à plus de 2 milliards d'euros. En avril 2026, le journal Le Monde révèle que des constructeurs chinois, Dongfeng, Chery, Leapmotor, Xpeng, Xiaomi, visitent discrètement des usines européennes. Stellantis, Volkswagen, Nissan. Ils révèlent que ces sites tournent à 55% de leur capacité, donc ils perdent de l'argent. Leurs espaces sont inutilisés. Ils cherchent du volume, ils ont besoin de locataires. Les Chinois, de leur côté, ont besoin de produire sur le sol européen afin de contourner les droits de douane imposés par Bruxelles. Les deux parties ont quelque chose à offrir. La négociation est donc naturelle, presque évidente. La presse occidentale s'arrête là. Ils voient là une manœuvre tarifaire classique, lecture correcte, mais très incomplète. Quand un constructeur chinois installe une ligne de production à Rennes ou à Turin, il n'importe pas seulement des véhicules, il importe un écosystème entier. Harmony OS comme interface centrale du véhicule, les puces Horizon pour la perception de l'environnement, les architectures logicielles conçues à Shenzhen, les systèmes de collecte de données dont les serveurs restent soumis à la législation chinoise, une législation d'ailleurs qui oblige toute entreprise à coopérer avec les services de l'État sur simple demande. L'usine européenne devient alors un point d'ancrage physique d'une architecture numérique dont le centre de gravité reste à Pékin. Que ceci ne vous paraisse pas comme de la science-fiction. On a déjà vécu cette séquence avec Huawei et la 5G. Souvenez-vous, des années de débats, d'interdiction partielle, de compromis bancal. Et résultat, Huawei est aujourd'hui le premier équipementier télécom mondial. Et l'infrastructure numérique de dizaines de pays européens repose en partie sur ces équipements. L'Europe a perdu ce rond-point sans jamais clairement accepter qu'il y avait une bataille en cours. C'est littéralement une guerre silencieuse, une guerre que personne n'a ouvertement déclarée. La même dynamique se rejoue donc dans l'automobile, avec une différence cruciale. Cette fois, ce ne sont pas des marques chinoises qui franchissent les frontières, ce sont des marques européennes et japonaises qui font elles-mêmes entrer l'écosystème chinois dans leurs véhicules. Les droits de douane, les règles d'origine, les contrôles aux frontières sont conçus pour bloquer ce qui vient de l'extérieur. Toutes ces défenses ne servent réellement à rien quand c'est Volkswagen lui-même qui ouvre la porte grandement à la Chine. Et dans ces véhicules circuleront demain les données les plus importantes qui soient. Où tu vas, à quelle heure, avec qui, dans quel état. Et personne en Europe ne semble encore s'en inquiéter et avoir décidé où se trouve le seuil à ne pas franchir. Et d'ailleurs, est-ce qu'ils le peuvent? Est-ce qu'ils le peuvent? C'est précisément ce que la BYDisation a de plus remarquable comme stratégie d'expansion. Elle n'a pas besoin de forcer les portes, elle convainc les gardiens de les ouvrir eux-mêmes. Ok. L'Europe n'est pas totalement sans réaction.
Les résultats du vote montrent que les véhicules électriques fabriqués en Chine seront soumis à des droits de douane allant jusqu'à 45%. La Commission européenne affirme que c'est parce que les subventions du gouvernement chinois permettent à ces voitures d'être moins chères que les modèles européens. Les droits de douane seront appliqués proportionnellement en fonction de l'opinion de l'UE sur la coopération des fabricants chinois à l'enquête. Bruxelles a imposé des droits de douane pouvant atteindre 45% sur les véhicules électriques chinoises. Le CHIPS Act, un programme d'investissement massif, a été lancé pour reconstruire une filière européenne de semi-conducteurs. Les intentions sont réelles, mais il y a un problème de calendrier qui rend ces réponses presque théoriques. Le CHIPS Act, la loi sur les puces, est pensée pour produire ses premiers effets industriels à l'horizon d'une décennie. Les technologies automobiles chinoises, elles, évoluent sur des cycles de 18 mois. C'est un sprinter contre un marathonien. Sauf qu'ici, le marathonien n'en a pas conscience. Quant aux droits de douane, ils sont conçus pour bloquer ce qui franchit une frontière sous drapeau chinois. Ils n'ont aucune prise sur une puce Horizon montée directement à l'intérieur d'une Volkswagen, ni sur un logiciel Huawei embarqué dans une Nissan. L'outil de défense a été pensé pour une menace qui a déjà fusionné avec le système. Cependant, tout n'est pas noir. Renault par exemple, l'icône française, affiche une résistance insolente face à la BYDisation, se positionnant même comme l'un des rares constructeurs européens en croissance face à l'offensive chinoise. Contrairement à ses concurrents allemands qui bagarrent pour maintenir à flot leurs voitures électriques, Renault progresse grâce au succès de ses modèles électriques avec une hausse de 72% de ventes, notamment avec la R5 e-Tech. Mais, il faut dire que cette stratégie pèse sur ses marges face à la guerre des prix. De plus, malgré cette croissance commerciale, la fiabilité reste un défi, avec des rappels massifs sur les motorisations hybrides. Cet élan de résistance isolé est donc sans effet face à l'ouragan chinois, car trop peu, voire pas du tout soutenu par le reste des constructeurs et de l'écosystème européen. Et l'Afrique dans tout ça? On pourrait croire que ce qui vient d'être décrit se joue de loin, entre grandes puissances industrielles, entre Stuttgart et Shenzhen, entre Bruxelles et Pékin. Une bataille de riches, en quelque sorte, qui ne concerne pas directement les États africains. Ce serait une erreur de lecture terrible. La BYDisation atteint l'Afrique. Oui, elle l'atteint déjà. Et elle l'atteint de deux façons simultanées qui méritent que l'on les discute soigneusement. Parce qu'elles n'ont pas les mêmes implications. La première façon, c'est par le produit. Addis Abeba est aujourd'hui l'une des villes africaines les plus avancées en matière de mobilité électrique. Des milliers de taxis BYD circulent dans la capitale éthiopienne, importés directement depuis la Chine, subventionnés dans le cadre d'accords bilatéraux et intégrés dans une vision nationale de transition énergétique. Ce n'est pas un projet pilote, c'est une bascule de flotte. Au Kenya, en Afrique du Sud, au Rwanda, au Nigeria, les véhicules électriques et hybrides chinois progressent à un rythme que personne n'anticipait il y a 5 ans. BYD, Chery, Beijingchi, encore dit Bike, GAC, ces noms sont de moins en moins exotiques dans les showrooms africains, tellement on a l'habitude de les voir sur les routes. Mais au-delà du produit, il y a l'écosystème. Et ça, c'est le deuxième point, la deuxième façon dont la BYDisation se matérialise en Afrique. Et c'est là que la situation africaine est particulièrement intéressante et particulièrement révélatrice. Parce que l'Afrique a déjà vécu une première vague de BYDisation. Elle ne s'appelait pas encore comme ça, mais le schéma était identique, exactement identique. Huawei a construit une large partie de l'infrastructure télécom du continent. Câbles sous-marins, antennes 4 et 5G, centres de données, systèmes de surveillance urbaine. Dans des dizaines de pays africains, le réseau numérique repose sur des technologies Huawei, des logiciels chinois, des contrats de maintenance liés à Pékin. L'Afrique n'a pas débattu pendant des années comme l'Europe. Elle a choisi la solution la plus disponible, la plus rapide, la moins chère. Et cette solution était chinoise. Résultat, une grande partie du continent a déjà un système nerveux numérique d'origine chinoise. La BYDisation automobile ne fait qu'ajouter une couche supplémentaire à une dépendance qui existe déjà dans les télécoms, dans les infrastructures, dans l'énergie, dans les panneaux solaires, dans les routes et les batteries de stockage CATL déployées à grande échelle. La question qui se pose alors n'est pas de savoir si la BYDisation atteint l'Afrique. La réponse est oui, et ce depuis longtemps. La vraie question est celle-ci. Dans quel camp se trouve le continent dans cette histoire? Est-il comme l'Europe, des consommateurs passifs d'un écosystème qu'ils n'ont pas construit, qu'ils ne contrôlent plus et dont elle devient structurellement dépendant sans l'avoir vraiment décidé? Ou est-elle dans une position différente, celle d'un continent qui,
précisément parce qu'il n'a pas d'héritage industriel lourd à défendre, pourrait choisir de s'intégrer dans cet écosystème de façon active et stratégique plutôt que subie, d'une façon un peu plus contrôlée et avantageuse. Il y a une opportunité réelle ici. L'Afrique n'a pas de filière automobile centenaire à protéger. Elle n'a pas de constructeurs nationaux qui poussent les lobbies à Bruxelles. Elle n'a pas de dette identitaire envers le German Engineering ou le Japan Quality. Elle n'a pas la méthode française. Elle peut regarder ce changement de paradigme avec des yeux neufs et décider lucidement comment elle veut s'y positionner. Le Maroc est en train de devenir un hub d'assemblage automobile pour l'Europe. L'Éthiopie négocie des accords industriels avec des constructeurs chinois. L'Afrique du Sud a une industrie automobile existante qui devra choisir son camp technologique dans les 5 prochaines années. Ces décisions-là, qui semblent locales, techniques, industrielles, anodines, sont en réalité des décisions de souveraineté. Elles détermineront qui contrôle les données, les standards, les mises à jour logicielles des véhicules qui rouleront sur les routes africaines dans 10 ans. Et pour ceux qui vivent en Afrique, vous pouvez déjà le témoigner. De plus en plus de véhicules chinois sont visibles tous les jours. Jeto, BYD et j'en passe. Des voitures neuves, zéro au compteur, à des prix véritablement inégalables lorsqu'on les compare à leurs équivalents européens ou américains sur le continent. La BYDisation atteint bel et bien l'Afrique. La seule variable qui reste ouverte, c'est de savoir si on la subit ou si on l'intègre dans une stratégie qui nous appartient. François Vadreau, l'analyste qui a théorisé le concept de BYDisation, pose une question qui mérite qu'on s'y arrête. À force d'épouser les méthodes de l'adversaire, ne risque-t-on pas de devenir soi-même l'adversaire? C'est une belle question, mais elle contient déjà sa réponse. Parce que ce que la Chine a réussi, et c'est là que réside le vrai génie de la BYDisation, c'est de rendre son modèle non pas négociable, mais nécessaire pour la survie. Volkswagen n'a pas choisi de devenir chinois par admiration. Il l'est devenu parce qu'il ne pouvait plus faire autrement et espère survivre en réexportant l'innovation chinoise sous son logo centenaire. C'est du rebranding, comme on peut le voir dans l'industrie du textile. C'est ça la définition d'un paradigme dominant. On ne le choisit pas, on s'y soumet ou on disparaît. Le German Engineering, que des millions de personnes paient à prix fort, c'est quoi concrètement en 2026? Une carrosserie, un logo, un réseau de concessionnaires. Mais le cerveau du véhicule, ses yeux, son système nerveux, sa mémoire, les algorithmes qui décident comment il se comporte, tout ça est déjà chinois. Tu achètes un symbole, tu reçois un écosystème. Pendant des décennies, le récit occidental sur la Chine tenait en 5 mots. Il copie, il n'innove pas. Cette phrase est définitivement morte. Elle est morte sur le stand de BYD au Salon de Genève en 2024. Elle est morte dans les lignes de code de Harmony OS. Elle est morte dans les puces d'Horizon Robotics qui font tourner des véhicules portant des logos vieux de 100 ans. Et personne dans les grands médias n'a organisé d'enterrement. Ce que nous vivons n'est pas une crise industrielle, c'est une bascule civilisationnelle, une démonstration de ce que la pensée longue, patiente et systémique peut accomplir contre l'arrogance du court terme. La Chine a gagné en construisant l'écosystème complet pendant que les autres optimisaient leurs marges trimestrielles. Elle a gagné en pensant en décennies quand ses concurrents pensaient en actions boursières, en dividendes pour les actionnaires. La BYDisation n'est pas une agression, c'est une méthode. Construire l'écosystème complet, dominer chaque brique de la chaîne de valeur, laisser les autres venir à toi parce qu'ils n'ont tout simplement plus le choix. Et pendant qu'ils adoptent tes standards, tes puces, tes logiciels, les laisser croire qu'ils ont trouvé une stratégie de survie. C'est peut-être là la manœuvre industrielle la plus élégante du siècle. Alors, l'Europe va-t-elle et veut-elle répondre ou s'est-elle résignée? Et plus important encore, qu'est-ce que les pays du Sud global, l'Afrique en tête, peuvent apprendre de cette méthode pour construire leur propre écosystème souverain? Est-ce qu'ils la regardent passer ou est-ce qu'ils en tirent une philosophie industrielle propre? Si tu as des pistes de réponse à ces questions ou si ce sujet t'a appris quelque chose aujourd'hui, pose-le en commentaire. Et selon toi, quel secteur sera le prochain à se faire BYDiser? L'énergie, les télécoms, l'agriculture? Je me doute bien que vos réponses vont être fascinantes et j'ai hâte de vous lire en commentaire et d'y répondre à mon tour. Vos réponses seront un excellent complément à cette vidéo, en plus de la booster. Et si tu n'es pas encore abonné, eh bien c'est le moment, parce que la suite de cette histoire ne fait que commencer. Le centre de gravité de l'innovation technologique mondiale se déplace. La BYDisation avance.
silencieuse, méthodique.